Effectivement, cet ouvrage a à l'origine collectionné des mots, dictons et expressions, mais très vite, je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas et qu'il fallait expliquer aux gens d'où venaient ces mots, ces expressions en créole, que je disais créole de Casamance, que j'aurais pu dire aussi créole de Ziguinchor, les deux n'étant pas tout à fait justes, aussi bien créole de Casamance que créole de Ziguinchor ne sont pas justes. Donc, à force de collectionner ces dictons et proverbes, donc il m'a fallu expliquer un peu plus d'où venait ce créole de Casamance. Donc j'étais obligé de traiter un peu d'histoire, de traiter de culture, de parler de tout ce qui était culturel et cultuel. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'au-delà de la langue et de l'histoire, il y avait un côté touristique qui était assez intéressant. Donc j'ai passé en revue tout ça dans ce livre-là. Mais le côté langue est le côté le plus important. En fait, le créole ne se présente pas comme langue qui vient affronter les autres, quoi. C'est juste une langue de plus qui, du point de vue politique, économique, diplomatique, serait intéressant pour la population, mais aussi pour le Sénégal. Et vraiment, il vient, comme toutes les autres langues, qu'il soit l'Wolof, le Soninké, le Diola ou le Mandingue, une langue utilisée. Et chaque fois que l'on parle de langue, on parle forcément de richesse pour un pays. Et c'est fondamental. Et c'est dans ce cadre que moi-même et d'autres personnes travaillent en tout cas pour faire ce plaidoyer. Mais le travail ne se trouve pas du côté de l'État. Le travail se trouve d'abord du côté des universitaires et des créolomanes, créolophiles, créolophones, etc. Ce sont ces gens qui doivent travailler. Et l'État, il ne fait aucun doute que lorsque le problème sera posé, l'État ira dans le sens d'une acceptation de créole comme langue nationale après que la codification ait été proposée par les services compétents. Parce que dès qu'on parle culture, dès qu'on parle histoire, on parle de paix. Et dans ce premier chapitre de ce livre, j'ai tenu à expliquer quel était le premier contact des Occidentaux avec la Sénégambie et plus tard particulièrement avec Ziguinchor. Et j'en ai profité pour présenter en présentant cette histoire, comment Ziguinchor est passé des mains portugaises aux mains françaises en échangeant la partie qu'occupaient les Portugais avec le Rio Cassini, qui est un espace surtout vers la Guinée, et aussi à présenter, parce que souvent on entend des gens parler de choses qui posent problème. Moi, j'ai tenu à présenter des textes, à présenter des documents, c'est des documents originaux, de présenter la convention qui a été signée entre la France et le Portugal pour faire cet échange-là. Et dans cette convention, ce que j'ai vu seulement, c'est des avantages des uns et des autres, de ces pays, aussi bien le Portugal que la France, et présenter les avantages et présenter quelles étaient les délimitations de la Casamance. Toujours dans ces recherches, on se rend compte que Ziguinchor est né 16 ans avant Saint-Louis. Et on se rend compte aussi en faisant ce travail que la Casamance est la première région du Sénégal qui a eu son bornage effectif, où on peut dire au nord, voici les bornages avec les points géographiques, au sud, voici des bornages. À ce jour, je dis bien à ce jour, il existe encore des régions dont le bornage n'est pas effectif. Je veux dire des régions avec qui le Sénégal n'est pas encore parvenu à avoir un accord effectif avec les pays environnants pour dire voici là où s'arrête telle ou telle région. Pour la Casamance, c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps.